Qu'est-ce qu'il en est de l'autonomie financière? Bon, on s'en doute un peu, mais Clairement, la plupart des personnes handicapées sont sous mesure de protection. Donc, en gros, la mesure de protection, c'est simple. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions pénales. Tu as en gros des décisions administratives. C'est l'association, c'est le tuteur qui prend en charge. Et ton argent, il est géré par ton tuteur. Et je vous le donne en mille, qui embauche ton tuteur, la plupart du temps, c'est l'association qui s'occupe de toi, donc l'association qui gère ton établissement, qui gère aussi ton argent. Super, parce que quand il gère ton argent, sauf si c'est ta famille, hein, mais la plupart du temps, c'est pas le cas, parce qu'ils ne C'est veulent ça. pas ils ne veulent pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans les mesures de protection, donc ils évitent la famille. Et D'ailleurs, moi, suite à ça, c'est initialement quand j'ai eu 18 ans, normalement, ça aurait dû être quelqu'un du conseil général qui aurait dû être mon curateur ou ma curatrice. Et puis, et vu que j'ai, entre guillemets, ouvertement dit au conseil général que je ne voulais pas qu'un étranger que je ne connaisse pas et dont je ne sais pas comment il pourrait gérer mon argent dans mon dos et quand je leur ai dit mais que je voulais, au moins, que je préférais que ce soit quelqu'un de ma famille qui, qui s'en occupe et que suite à ça, ils ont, entre guillemets, refusé, je vais dû prendre un avocat contre le conseil général. pour défendre un droit qui normalement n'est même pas à discuter parce que tu as quand même le droit de choisir le tuteur qui te représente. D'un point de vue pénal, normalement, ils auraient même pas dû discuter de la décision. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que quand on est sous la tutelle du conseil général, ou alors, oh, il fait une drôle de tête, mon gars télé, là. Quand tu, quand tu es sous la tutelle du conseil général et ou des associations, alors, les associations pour personnes handicapées, on peut en citer, hein, pour donner des noms, sans donner les noms des structures. Vous avez la PF, la ZI, plein de structures comme ça. L'Ordre de Malte, vous en avez un certain nombre qui se disent s'occuper des personnes handicapées. Et en général, ce sont ces associations-là, donc l'ASI, l'APF ou autres, qui ont le service des tutelles. Et le truc, c'est que ben, ces associations, pour le service des tutelles en question, te fait payer le service. Donc tu payes entre 90 et 100 euros pour avoir quelqu'un qui te représente pénalement. C'est bien, parce que ça réduit ton budget. Et encore des fois, ça peut même être malheureusement un double tranchant parce que si tu tombes sur un curateur ou une curatrice qui est pas très honnête, Hmm. euh, il ou elle peut te prendre ton argent sans que tu t'en rendes compte. Exact. D'autant plus que, en plus de ça, ils te font, généralement par défaut, quand tu as une mesure de protection, tu as deux choses qu'ils font. C'est d'abord, ils prennent tout l'argent, ils mettent de l'argent de côté, peu importe l'âge que tu as, pour tes obsèques et ta mort. La première chose qu'ils font, c'est ils mettent de l'argent de côté pour financer ta mort. Wow, c'est la première Non, chose à laquelle ils pensent. non, non, mais ça, oui, non, mais c'est vrai. Et ensuite, la deuxième chose à laquelle ils pensent, c'est un budget pour euh, les produits de première nécessité. Le savon, les chaussures, les habits, le dentifrice, la brosse à dents. les obsèques avant la bouffe, c'est Ouais, mais les- par défaut, ils sont censés le prévoir très longtemps là. Mais il y a une durée enfin, je veux dire, l'espérance de vie est plus courte chez les personnes handicapées ou... Mais tu sais pas quand est-ce que la personne handicapée va mourir et si c'est dû à son handicap ou pas. Donc, comme il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont des maladies qui, au final, ou des handicaps qui, au final, affectent le poumon, le cœur ou autre, ils se posent pas de questions par défaut. Hop. Et après, quand ils ont fini pour la bouffe et pour les obsèques, bah, ils mettent de l'argent de côté pour payer l'établissement ou ton appartement. Donc, dans ça, ils comptent, quand tu mets l'appartement, le foyer en général, c'est si tu gagnes, c'est souvent entre 300 et 500 euros par mois.
tout compris dans ton loyer de foyer. Ça dépend du nombre de jours que tu restes dans le foyer. Par exemple, moi, j'étais dans un foyer, je partais tous les week-ends, donc je payais 360 euros par mois pour, pour un mois de prise en charge sans compter les week-ends. Dès que tu comptes les week-ends, que tu restes un mois avec tous les week-ends, tu payes 500 euros de participation à l'établissement. Donc, en gros, c'est ce que tu leur dois pour la bouffe, pour la prise en charge et compagnie. Et je rappelle qu'une personne handicapée touche 1000, actuellement 1024, voire bientôt 1040 euros par mois. Donc, ne serait-ce que la structure, c'est déjà la moitié de ton alloc qui part en fumée. Ensuite, tu as le tuteur qui se facture autour des 150 euros, 200 euros. Donc, allez, on va arrondir à 200 euros pour les meilleurs cas. Donc, 500 moins 200, ça fait 300 euros qui te restent. Et sur ces 300 euros, ben, le tuteur, il va te prendre une partie pour l'entretien de la vie quotidienne. Donc, il te prend 100, 150 euros. Après, il te prend voilà, ce que tu as besoin d'avoir pour par exemple, la vie de tous les jours. Et il te met un peu d'argent de côté. Et au final, il te donne quoi tous les mois? Entre 10 et 20 euros. C'est pas 30. Donc, quand tu es sous mesure de protection, par défaut, t'as rien pour ta pomme. Ouais, donc si vous avez l'impression que 1000, je sais plus combien euros, c'est beaucoup, non. Et très souvent, ça part en fumée. Puis forcément, selon le handicap, il doit y avoir beaucoup, enfin plus ou moins beaucoup de frais supplémentaires. Oui, logiquement, ouais. Mm. Et alors après, ils font tout pour te faire dépenser du pognon, hein. Parce que quand tu es dans la structure, souvent, et tu veux faire telle ou telle sortie, ben, tu peux la faire, hein, mais tu payes. Et donc, tu augmentes le coût à la fin du mois. Donc, en général, soit tu peux pas la faire parce que tu n'as pas les moyens techniques ou humains, soit tu la fais pas parce que tu n'as pas le budget. Parce que quand tu as 20 euros par mois, tu vas pas au restaurant tous les mois, quoi. C'est Ni au sûr, cinéma. c'est sûr. Vous avez dit une petite, enfin, anecdote entre guillemets. On vous apprenait pas à remplir un chèque notamment. C'est vrai, pour la simple et bonne raison que vu que la plupart des personnes handicapées sont sous mesure de protection, elles n'ont pas besoin de savoir combien leur coûte la vie. C'est-à-dire que moi, je le sais parce que moi, j'étais autonome financièrement. Naruto un peu également. On a une notion. Moi, je paye tout seul mes factures d'électricité, je paye mon loyer, comme tout le monde, je paye la bouffe. Donc, je peux vous dire, par exemple, que en hiver, la facture d'électricité dépasse, pour moi, cet hiver-là, c'était 300 euros et quelques, 360 euros à peu près de facture d'électricité et de gaz, sans compter la facture d'eau et de loyer qui, voilà. Mais par définition, puisque les personnes handicapées qui sont dans les structures n'ont pas la gestion de leur budget, elles n'ont pas non plus la notion de l'argent. Donc elles ne voient pas passer la facture. Donc on n'a pas besoin de vous apprendre à remplir un chèque, puisque dans les structures, vous n'aurez jamais à faire quoi que ce soit financièrement, puisqu'il y a le tuteur qui le fait à votre place. Mm. Du coup, le truc, c'est que comme il y a des personnes avec des handicaps légers mélangés aux handicaps plus lourds et que vous êtes traités de la même manière, bah, du coup, voilà, ça, il y a le côté où vous pourriez être plus autonome et en fait, non. Parce que la structure impose un système. Par défaut, quand tu vas dans ce genre de structure, bon, c'est pas dans toutes, mais la plupart, c'est par défaut mise sous mesure de protection et on ne te laisse pas le choix. On convoque un juge, on te met sous mesure et après, tu n'as plus aucune liberté. Un exemple bête, quand tu es sous mesure de protection renforcée, ce qui est la plupart du temps le cas, tu n'as pas le droit de vote. Moi, par exemple, j'ai beau être sous mesure de protection renforcée également, j'ai quand même le, le droit de vote. Oui, parce que ton tuteur et le juge te l'ont autorisé. On est d'accord. Mhm. Ça a été autorisé par un juge. Mais par défaut, tu n'as pas le droit de vote. C'est-à-dire, le droit de vote pour une personne handicapée,
quand ils sont sous mesure de protection, doit être autorisé par le tuteur légal et ou le juge des tutelles. Et du coup, faut faire une demande pour avoir ce droit. Et par défaut, c'est refusé, ça, donc. Des fois, tu ne l'as pas, il faut le demander, ouais. Ouais. C'est con, c'est con. Et après, on vient nous parler de démocratie. Hein. Mhm. Je vois pas ce qui est démocratique dans le fait de priver une personne de son droit de vote sous prétexte qu'elle est handicapée. Alors oui, forcément, si elle n'a pas la capacité de réflexion, qu'on lui donne pas, qu'elle peut pas réfléchir à une situation politique, qu'on lui donne pas le droit de vote parce qu'elle peut pas et qu'elle est pas en mesure de faire ce qu'il faut, on peut l'entendre. Mais ne venez pas nous parler de démocratie à partir du moment où on contrôle même comment la personne doit voter. Parce qu'en général, dans les structures, quand ils savent que les personnes ont les droits de vote, ce sont des enfoirés, qui font, c'est qu'ils vous disent, eh, regarde, si tu votes pour Marine Le Pen, tu perds ton allocation. T'as plus rien, t'es plus rien. Tu seras viré de ton établissement, t'as plus aucun droit. Donc, qu'est-ce que va faire la personne handicapée? Elle va demander pour qui il faut voter pour avoir plus d'argent, avoir plus de moyens. Et très généralement, les AMP ne se privent pas et les intervenants ne se privent pas pour influencer leur vote, justement. Bah ouais, c'est con, ça aurait pu être une éducation politique, on va dire, et puis... Hmm. Faut pas rêver. Ouais. Même dans la structure où était Naruto, je suis prêt à parier qu'il y en a certains qui disaient que il fallait pas voter Marine Le Pen parce que Oh, on tu perd. sais, la politique, c'est quelque chose qui leur passait au-dessus, hein, à vrai dire. Ah bon, chez toi ils en parlaient pas, c'est tabou. Ah non, mais ah non, je dirais pas jusque-là, mais disons que c'était pas, que ce n'était absolument pas le sujet de conversation. Bah t'as bien la chance parce que chez moi c'était totalement l'inverse. On te disait il faut surtout pas voter pour un tel et votez pas non plus pour un tel parce qu'il y aura ci, il y aura ça. Donc forcément, puisque tu dis à la personne de ne pas voter pour un tel, tu influences son vote, ce qui n'est pas démocratique. Disons que surtout, il y a le côté... Encore une fois, c'est comme pour le coup du chèque, il y a un problème de manque d'autonomie, y compris chez les personnes qui pourraient être plus autonomes. Après, l'influence, on est... Enfin, d'une manière très générale, on va être toujours influencé par l'un ou l'autre, par telle idéologie ou telle idéologie, mais... Après, qu'on vient ne pas me dire liberté, égalité, fraternité. Et qu'on vienne pas surtout me dire que on est en démocratie. Parce mm, qu'à partir du moment où on influence le vote de quelqu'un, le vote n'est plus démocratique. ouais, et puis déjà, c'est un doigt d'honneur à l'égalité pour les personnes Ils s'en ils qui s'en pourraient... foutent de l'égalité. Mm. Oui, mais ils s'en foutent de l'égalité, puisqu'à la base, en fait, ils te disent qu'une personne handicapée, ils partent du principe que la plupart des personnes handicapées n'ont pas de libre arbitre dans les structures où tu as de lourdes personnes handicapées. J'ai beaucoup entendu d'intervenants te dire que tu n'avais pas de libre arbitre, puisque tu n'es pas capable de prendre certaines décisions, tu as ton libre arbitre qui est altéré. Par exemple, quand tu es sous mesure de protection, une partie de ton arbitre ne t'appartient plus. Donc, tu n'as pas ton libre arbitre. Si tu n'as pas ton libre arbitre, tu n'es, à leurs yeux, hein, de ces structures-là, tu n'es pas considéré comme un être humain. Et si tu n'es pas considéré comme un être humain, ils t'expliquent que de toute façon, la légalité de la chose et l'égalité d'échange, fuck quoi, ils s'en foutent, hein. C'est con à dire, mais c'est très vrai. Parce que Mm. s'ils s'en foutaient pas, il n'y aurait pas autant de maltraitance physique et psychologique dans les structures, de magouilles, Parce qu'encore une fois, même dans la vie de couple, ça fout la merde. N'est-ce pas, Naruto? Oh, oui, sûrement. Là, pour ça, je peux pas trop dire. Du coup, on en a parlé, mais avez-vous une forme de libre arbitre par rapport à votre structure et à son personnel? Bah, Pas vraiment. voilà, hein. Non, parce que déjà, quand moi, ça fonctionné comme ça à l'époque, si on voulait faire une sortie, d'ailleurs, il fallait en tenir informé l- l'éduc en question, lui dire, euh, mais où tu vas, et puis à quelle heure tu comptes te rentrer. Et c'est l'éducateur en général qui, s'il le veut, hein, il peut te dire non, tu sors pas.
Il peut te priver littéralement de ton choix. Même si tu fais un choix, tu n'as pas. En fait, c'est vicieux parce il te laisse l'impression que tu as ton libre arbitre, mais en réalité, tu n'as pas ton libre arbitre. Tu es soumis à un ensemble de règles et de lois qui régissent la structure, justement. Mm. Et soumis au personnel. Alors en fait, justement, on a préparé l'émission. On avait fait il y avait une autre personne, enfin une troisième personne qui avait à témoigner sur un truc. Il devait aller à la piscine et on lui a demandé de prendre le petit-déj, je crois, avec son peignoir, chose qu'il n'aimait pas. Et donc on lui a réglé sa vie comme une horloge. On lui disait quoi faire et quand. C'est vrai. Ben, c'est vrai, dans les structures, c'est ce qu'ils font. Ah oui, Comment... oui. Dans les structures, par exemple, il faut que tu viennes de manger à midi pétante. Et si t'es pas là à midi pétante, tu bouffes pas. Voilà, c'est le truc. Pour le coup, c'est le truc. C'est la gestion de la cantine. C'est. Ah non, mais après, ils t'imposent aussi des activités. Je veux dire, tu peux, Ouais. moi, là, t'as un ensemble d'activités qui t'est virtuellement proposé, mais par exemple, si tu choisis une activité, mais qu'ils peuvent pas te mettre dans l'activité, ils vont te donner une autre activité par défaut. Et tu dois avoir un certain nombre d'activités dans la semaine pour rentabiliser le fonctionnement. Sans parler des activités qui sont dites obligatoires, comme les séances de kiné, les séances d'ergothérapie, les séances de piscine, qui sont obligatoires dans certains cas. Est-ce que t'as ce que t'as qu'à faire, tu les payes, les activités, forcément. Bah, Non. toi, tu les payes pas, mais c'est eux qui sont payés pour faire les activités. Ah oui, 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 ça oui, oui. Oui, oui. Eux, ils sont payés pour faire les activités. Et ils te demandent de participer à payer à les payer par la participation qu'ils te demandent tous les mois. Mais ces gens sont payés pour que tu fasses des activités. Donc, par défaut, si tu vas pas aux activités, tu leur fais perdre du fric. Et aussi, tu leur fais perdre du fric aussi quand tu es absent pendant plusieurs jours aussi. C'est ça. Donc, ils aiment pas trop que tu partes en week-end. Non, non, je dis ça, c'était surtout pour les jours en semaine surtout. Mais même le week-end. Mais le week-end, moi, ma structure, elle était fermée, mais le week-end. Oui, toi, mais moi non, par exemple. Moi, par exemple, il me poussait régulièrement pour que je reste le week-end. Parce qu'il proposait des activités le week-end, activités qui, bien entendu, étaient plus chères que les activités en semaine. Puisque c'était des activités où tu partais au restaurant une fois par mois ou au cinéma. Donc, comme ils étaient payés au kilomètre, ben, quand tu sais que le cinéma il est à 60 minutes de ton établissement, ton calcul il est vite fait. Voilà. 10 centimes le kilomètre, ou 3 centimes, je sais plus. Et vous faire exprès de faire des activités loin? Non, faut pas exprès de faire Disons que les structures de base que j'ai connues sont souvent en campagne, donc elles sont loin des villes. Ah oui. Déjà parce que l'handicap, ça dérange. Mhm. Et donc, ils n'ont pas envie. Les villes, etc., les mairies ne veulent pas avoir des personnes handicapées autour d'eux parce que ça dérange. Et ensuite, ça les arrange bien puisque la distance fait gagner de l'argent en soi. Donc, il y a un peu des deux, je dirais, Attends, je comprends pas pourquoi la distance fait gagner de l'argent, en fait. qui sont payés au kilomètre. Donc, si tu dois faire 60 kilomètres pour aller au cinéma, c'est plus rentable d'être payé pour avoir fait 60 kilomètres que d'être payé si tu dois faire 3 kilomètres à la fin du mois. Ah oui. Qui fixe les tarifs pour dire, ah bah tiens, on va aller plus loin comme ça. Alors, ce qui fixe les tarifs, c'est les structures. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les structures, oui, elles gagnent de l'argent sur l'impôt, elles gagnent de l'argent grâce au conseil général, à la maison départementale et tout ce que tu veux. Mais il faut savoir que, par exemple, ces structures, l'argent que donne l'État ne suffit pas. Donc, ils vont essayer de trouver de l'argent autrement. Par exemple, avec des CAT, qui vont faire des profits. Par exemple, quand dans certains CAT, ils te vendent des boîtes de conserve d'haricots.
Là, ils prennent un pourcentage sur la vente, forcément. Et c'est avec cet argent qu'ils ont qui font vivre les personnes handicapées. Et autre chose aussi, les maisons de retraite pour personnes âgées financent une grande partie des structures pour personnes handicapées. Au final, les personnes âgées payent excessivement cher la maison de retraite. C'est pas le cas de la personne handicapée, puisqu'elle touche une allocation. Donc, ils sont obligés d'adapter le prix. Donc, en quelque sorte, ça les arrange que les personnes handicapées soient financées par les maisons de retraite parce que ça leur apporte beaucoup de fric. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit les mêmes associations qui s'occupent des personnes âgées et des personnes handicapées. Bon, là aussi, question rhétorique, hein. Êtes-vous au moins encouragé à cette autonomie? Franchement, non. Ça les arrange que tu restes dans la structure Ah parce qu'ils oui. rapportent du fric. Disons que moi, par exemple, j'avais des connaissances en informatique et des connaissances sociales. Je parle bien, mon élocution et tout ça. Naruto, c'est à peu près la même chose. Et disons qu'on est le genre d'individu qui est un petit peu, qui a un petit peu le cul entre deux chaises et il n'aime pas ça. Il faut, dans la structure pour personnes handicapées, il faut que tu sois dans le carré, dans le cadre, dans le moule. Si t'es hors du moule, t'es pas apprécié. Faut savoir que je suis une personne handicapée, moi, mais que j'étais pas apprécié dans la structure, hein. Les gens ne m'aimaient pas. Ils aimaient bien me faire des coups de que ce soit sur Internet ou ailleurs. Et ce qu'ils aiment encore moins, c'est quand tu te révoltes. Ouais, c'est ça, plus t'es malléable, et mieux c'est pour eux, forcément. En fait, ce qu'ils aiment bien, c'est les gens qui n'ont pas de volonté ou pas de libre arbitre, je dirais. Ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas besoin de se poser la question. Ils font leur taf sans se... Voilà. Les gens qui réfléchissent ou qui communiquent ou qui essaient d'échanger, d'avoir une interaction, ils aiment pas ça. C'est là qu'on voit le rapport de domination et donc le fait que le handicap est une oppression, rien qu'avec ça, quoi. Bah, ils ont l'ascendant sur les personnes handicapées. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, dans mon structure, comme par hasard, ils prennent des jeunes qui ont des handicaps, mais qui ont seulement des handicaps très 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 lourds. Et qui dit handicap très lourd, qui dit handicap mais qui ne permet pas de, comment dire, de pouvoir se révolter contre, contre ce que te dirait un éduc. Sachant que tu as même très souvent pas la réflexion de te révolter, justement. Parce que tu n'en as pas la capacité. Parce que par défaut, ces gens-là, ils n'ont connu que ça. Donc pour eux, leur paraît normal d'être soumis à ce système. Ça leur paraît normal. Alors que ben, ça devrait pas en fait. Si on se basait sur le principe des droits de l'homme, ça devrait pas. D'ailleurs, la plupart des personnes handicapées, qui sont lourdement handicapées, ne savent même pas c'est quoi les droits de l'homme, hein. Et ils ne connaissent pas leurs droits que leur accorde leur pays. Ils les connaissent pas. Donc c'est plutôt facile de plus ou moins les manipuler, quoi. Naruto, j'ai dit quelque chose de faux ou pas? Non, non, c'est tout à fait juste. Alors, il y avait apparemment une histoire de pitch sur les mesures de protection. Donc, il y a eu apparemment un employé qui avait dit à la personne de tout à l'heure qu'il s'en sortirait pas parce qu'il n'arriverait pas à faire lui-même les choses. Donc, on en revient un peu à l'autonomie, ce qui s'est avéré faux par la suite. Et donc, ça risque de décourager la personne et ça la soumet puisqu'elle dépendra de la personne, structure et tout ça, quoi. Ben, c'est ce qu'ils font en structure de la soumission de toute façon. Mm. Si tu n'es pas dans le cadre, soit ils essaient de te soumettre sans que forcément tu te rendes compte que c'est de la soumission, sinon euh, c'est pas marrant. Soit si ça marche pas, ben ils t'envoient chier quoi. Ils te mènent la vie dure jusqu'à ce que tu craques mentalement. Quand il parle de mesures de protection, est-ce que vous pourriez développer un petit peu ça? En fait, c'est quoi ces mesures de protection et est-ce que c'est des mesures, des bonnes mesures? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y aurait des critiques à faire ou quoi? Oui, c'est efficace, mais il y a des critiques à faire dans le sens où la mesure de protection altère justement, t'empêche d'avoir une capacité de réflexion. Elle est pas la mesure de protection, c'est
Il y a quelqu'un qui prend des décisions pénales et les décisions financières à ta place. Donc, par définition, tu n'as pas le choix. Si par exemple, tu veux acheter un jeu vidéo et que la personne, elle te dit non, tu l'achèteras pas. Si tu vas acheter un paquet de biscuits, il faut son autorisation. Non, ça, pour ça, non. Mais pour le jeu vidéo, là, par contre, je suis parfaitement d'accord. Ça dépend, Naruto. Ça dépend. Moi, dans les structures, quand tu achètes un paquet de gâteaux, ben, tu demandes l'autorisation au tuteur. Ça dépend de ton état de santé, ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu as comme handicap. Parce que le paquet de gâteaux, toi, tu as le droit. Parce qu'encore une fois, la mesure de protection est aussi adaptée à la personne handicapée. C'est pas unique. C'est une mesure de protection qui est adaptée, n'est-ce pas, Naruto? Oui, c'est adapté à chaque personne, oui, c'est exact. Donc, s'il considère que pour acheter un paquet de gâteaux, c'est un exemple, hein, tu dois donner, tu dois demander l'autorisation, eh ben, tu dois demander l'autorisation. Si on te dit non, tu ne le fais pas. Et je vous laisse deviner ce que font les tuteurs la plupart du temps. Ils veulent pas. Voilà. Alors, un exemple, tiens. Savez-vous que les personnes handicapées n'écrivent jamais seules sur YouTube ou sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que quand une personne comme moi, Tofo par exemple, ou Naruto, si on est en structure, ce qui est notre cas, par exemple, on va vous donner un exemple d'un pseudo connu, pour vous donner, par exemple, est une personne que nous connaissons tous les deux. Elle est sous mesure de protection. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'elle écrit un commentaire, ben c'est le tuteur qui l'écrit pour elle. Donc c'est le tuteur qui s'exprime pour elle. Et en général, les personnes handicapées ont plusieurs ont le même tuteur. C'est-à-dire que moi, à une époque, je savais que, par exemple, et une autre personne qui avait le même tuteur. Donc, le tuteur, il écrivait à peu près de la même façon sur les deux comptes. Et donc, quand une personne handicapée veut s'exprimer sur YouTube, elle ne peut le faire que par l'intermédiaire du tuteur. En gros, elle ne peut pas le faire par elle-même. Et donc, les failles des mesures de protection, par exemple, c'est que le tuteur, si c'est un gros con, excusez-moi le mot, et qui veut te défoncer en te faisant dire ce que tu n'as jamais dit, ben, il peut le faire. N'est-ce pas, Naruto? Il y a des tuteurs qui sont vraiment très cons. Oui, ça, j'en doute pas. Même si heureusement, j'en ai jamais fait l'expérience. Un autre exemple, nous avons eu le cas à un moment donné sur jeuxvideo.com où cette jeune fille disait qu'elle voulait se suicider. Sur jeuxvideo.com, tu vois de quoi je parle, manga TD? Ouais. Eh ben, il s'avère que c'est son tuteur qui l'a écrit pour elle. Mais pourquoi? Pourquoi foutre? Pour la faire chier. Pour lui dire, écoute, soit tu te soumets à ce que je te dis, soit t'en prends plein la gueule. Il y a des tuteurs qui font ça, qui se permettent de faire des trucs, ou alors qui te disent, t'as de l'argent, mais je t'en demanderai pas. Parce que tu es, voilà. Parce que t'as des gens qui sont très cruels dans les structures, hein. Souvent, c'est des AMP également, les tuteurs. Souvent, les tuteurs, ce sont également les AMP dans les structures. Et le délire, c'est que, imaginons que par exemple, t'as pas envie que la personne handicapée, elle s'exprime sur YouTube. Pour bien lui faire comprendre que c'est mal YouTube. Par exemple, ben, tu vas provoquer un drama. Tu vas volontairement provoquer des gens sur Internet pour que ces gens répondent à la personne handicapée et la rabaissent à la place du tuteur. Combien de fois il y a eu un comportement inapproprié sur Discord et dont on savait très bien que c'était son tuteur qui écrivait pour elle. N'est-ce pas, Naruto? Oui, ça plusieurs fois, oui. Et où on a expliqué au tuteur, arrête de faire le con sur YouTube dans les commentaires ou arrête de faire le con sur Discord, et où le mec, il en avait littéralement rien à foutre, que tout ce qui l'intéressait, c'était de faire en sorte qu'on s'approche pas des personnes handicapées, et que la personne handicapée ne devait pas s'approcher d'Internet. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque un conflit, qui, à la base, n'a pas lieu d'être. Avec à base d'insultes, à base de rabaissement social, à base de trucs comme ça, quoi. C'est arrivé combien de fois, Naruto, qu'on s'est engueulé avec le tuteur de... 3 ou 4 fois, si je dis pas de bêtises.
Ouais, alors la première fois, c'est parce qu'il y a eu un conflit avec un autre YouTuber en 2012, de 2012 à 2015, parce que il se privait pas pour aller l'insulter, voilà. La deuxième fois, c'est parce qu'il y avait un conflit avec un membre du collectif qui s'entendait pas avec le tuteur, sans que le membre en question sache que c'était pas la vraie personne qui parlait, mais le tuteur, bien évidemment. Sinon, c'est trop facile. Et la troisième fois, on s'est engueulé avec le tuteur parce qu'il avait balancé des trucs sur le serveur Discord qu'il aurait pas dû balancer d'ailleurs. Bref, quand on parle de soumission, ça va jusqu'à là. C'est vrai, c'est très particulier là. C'est. Tu as très bien vu le post dont je te parle sur jeuxvideo.com à l'époque. Oui, oui, mais ce qui est particulier, c'est la bâtardise absolument incroyable oui, d'une personne qui est supposée protéger une personne fragilisée. Donc, De toute façon, les tuteurs de base, ils font tout. Ils te protègent, mais ils te protègent en étant con pour la plupart. Parce que je vois pas pourquoi tu refuses 30 euros à une personne handicapée pour acheter un jeu vidéo. C'est débile. Bon, que tu lui refuses au bout du deuxième mois. Si elle te dit, voilà, je vais dépenser 30 euros par mois tout le temps pour acheter le même jeu ou acheter plusieurs jeux d'un coup et que tu estimes que c'est trop, là, ok. Mais si elle te dit une fois de temps en temps, j'ai déjà vu des tuteurs qui refusaient à une personne handicapée d'acheter du pain au chocolat pour le petit déjeuner. Donc voilà quoi. Ou alors qui lui refusaient l'achat de bière ou de trucs comme ça. Après, pour la bière, c'est d'alcool, il y a peut-être des restrictions médicales. Mais bon. mm. Question suivante, elle va paraître très très conne dite comme ça, mais on va essayer de pousser un petit peu plus loin. Est-ce que vous aimeriez que ce soit plus encouragé enfin, l'autonomie en fait? Alors sûrement, mais comment est-ce que ça pourrait l'être plus? Ben, c'est simple, la réponse est très simple. Naruto, tu me dis si tu es pas d'accord. Premièrement, on arrête toutes les structures telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les structures pour personnes lourdement handicapées, on ne met que des personnes lourdement handicapées et on fait des structures pour les personnes handicapées qui vont vers l'insertion, sans limitation de budget. Mais ça, c'est une utopie. Et avant que ça existe, hein, voilà, faut pas se leurrer, hein. Avec le président que nous avons actuellement et la politique actuelle du pays, c'est mort. Comment sont les résidents et résidentes entre elles et eux? Vous aviez dit toujours en préparant cette série de vidéos qu'ils se divisaient en clans et même qu'il y avait des rivalités. Tofo, je te laisse commencer et Naruto, tu pourras répondre après. On verra pourquoi après. D'accord, ça En marche. fait, dans les personnes handicapées, il y a plusieurs handicaps. Il y a donc forcément plusieurs perceptions de celui-ci, de la façon dont on le vit. Par exemple, un exemple tout bête, une personne handicapée qui n'est pas dans la structure depuis sa naissance sera moins bien vue que des personnes qui sont là depuis que t'es né. En fait, Ah, tu qui se trouves? connaissent. Ah oui, dans la structure dans laquelle j'étais, oui, oui. Il y avait... Après, il y a des clans par rapport à la religion, aux croyances et aux convictions personnelles. C'est là où, pareil, on va remarquer une différence entre vous deux et c'est intéressant parce que du coup, vous avez des expériences un peu différentes. Il y a des clans par rapport au statut social. Par exemple, moi, il y avait des clans qui se formaient parce que certains venaient d'un certain quartier et pas d'un autre. Par exemple. Le truc, c'est qu'il y avait bon, ouais, des clans au sein des résidents et résidentes, il y avait des petits groupes qui se formaient. Oui, des petits groupes de personnes dans ces clans. En fait, dans le petit groupe, tu avais très souvent des gens qui étaient plus ou moins influents. Et dans ce petit groupe de personnes influentes qui donnaient les ordres aux autres, en fait, t'avais une sorte d'hierarchie autoritaire. Et en général, t'avais des personnes handicapées qui géraient le clan, qui géraient comment on devait se comporter, ce qu'on faisait comme activité entre nous. Et très souvent, les AMP ne s'en mêlaient pas à partir du moment où on sortait pas de la structure. Naruto? Oui, moi, il y avait aussi plus ou moins ça aussi. Hmm. Alors du coup, qui dit clan dit
rivalité, mais on dirait que c'est plus Tofo qui a remarqué ça, du coup. Et dans mon cas, disons qu'il y avait, oui, des petits groupes, des petits, même des fois des gros groupes, parce que si tu comptes, si tu sépares entre le groupe de ceux qui font du foot, le groupe des, 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 des geeks, quoi d'autre, groupe des geeks, groupe football, ouais, ça fait beaucoup. Il y avait forcément un groupe littérature, un groupe journalisme, chez moi en tout cas. Ah oui, oui, mais dans mon établissement, il y avait aussi, oui. Moi, d'ailleurs, quand on parle du groupe journalisme, c'est comme ça que les membres fondateurs du collectif se sont rencontrés, par l'intermédiaire de l'activité journalisme et par l'intermédiaire du foot fauteuil. Et le groupe Fousseté aussi, oui, également. Mm. Alors, en fait, vous avez un peu fait une synthèse, finalement. Journalisme et foot et, entre guillemets, geek, et vous avez réussi à vous réunir autour d'un même truc, quoi. C'était le seul truc, en fait, ce collectif qu'on a créé, qui empêchait les tensions à l'époque. Parce qu'en fait, l'avantage qu'on avait à faire du foot, c'est que quand on partait, on quittait l'établissement pour aller dans un autre établissement qui avait un terrain de foot. Et donc, il y avait des échanges culturels qui se formaient. Entre autres, c'est comme ça que j'ai rencontré Naruto d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Mhm. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré Yui, la petite gameuse, à la base. Et donc, pour en venir à ces histoires de clans, le fait qu'il y ait un collectif dans la structure, dans mon cas, ben, ça empêchait, ça résolvait certaines tensions. Parce que c'était aussi un lieu neutre, où les gens qui faisaient partie d'un clan et d'un autre pouvaient se détacher du clan pour faire une activité journaliste ensemble. Et ça nous faisait partager euh, des expériences personnelles ou de groupe. Voilà, voilà. Mhm. Alors, du coup, comme vous ne l'avez pas vécu pareil, qu'est-ce qui expliquait cette différence? Alors, on sait que donc Naruto est d'une génération plus jeune, et du coup, ça a entraîné un truc, c'est que normalement, tu avais connu ce qu'ils appelaient des projets personnalisés. Oui, mais comme le projet d'aller soit en appartement, soit en foyer de vie. À mon époque, pour donner un exemple, ça n'existait pas. J'ai connu le principe de projet personnalisé. J'étais déjà adulte, moi. J'étais sur le point de quitter la structure pour jeune adolescent. Donc, le truc, projet personnalisé, apparemment, vous avez dit que c'est grâce à l'évolution de loi. Donc, du temps de tofu, voilà, on vous placez où il y avait de la place. Et les projets personnalisés, ce sont des groupes de personnes précises par type de handicap apparemment et capacité des personnes handicapées. Ben, c'est-à-dire, ils plaçaient les personnes par capacité. Ils cherchent à savoir si tu es capable d'être en mesure ou pas de faire certaines actions. Hmm, Et en fonction de ça, il faut un projet personnalisé pour ton avenir. c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que ce truc-là, du coup, ça diminuerait ce problème de clan chelou, cette rivalité? Oh, attention, ça ne la diminue pas forcément. Non, ça ne diminue pas forcément. Et même parfois, le pire, c'est que ça donne un argument supplémentaire à ces clans d'exister et de se mettre en position d'autorité. D'accord. Par contre, apparemment, vous aviez dit que avec ça, il y avait des groupes. Ou alors c'était pas par rapport à ça, mais je sais plus. Il y avait des groupes qui se formaient plutôt pour se protéger d'autres groupes. C'est ça. Et aussi, disons, que, euh, si dans, comment dire, si dans les groupes il y avait des jeunes plus âgés, disons que les jeunes un peu plus âgés étaient chargés, entre guillemets, eux, de veiller sur les plus jeunes. Par exemple, moi, à une certaine époque, j'étais considéré comme responsable de protéger certains jeunes. Et très souvent, tu les protégeais de ce qu'on qualifiait de cas sociaux.
Parce que oui, dans les structures, à l'époque, tu n'avais pas, même à l'époque de Naruto, tu n'avais pas que des personnes en situation de handicap. Parfois, tu avais des gens qui ne pouvaient pas s'intégrer dans la société et on les plaçait là parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Donc, tu avais des gens qui avaient des problèmes sociétals, plus que des problèmes d'handicap en fait. Et en fait, il fallait se protéger de ces gens-là puisque la personne handicapée, de manière générale, est en position de vulnérabilité par rapport à ces gens-là qui n'ont pas d'handicap. J'ai pas dit de conneries, Naruto. Ça, je peux pas trop dire, vu que dans mon cas, vu que dans ma structure, il y avait seulement et uniquement des jeunes en situation, bien sûr, d'handicap différents, mais à chaque fois, bien entendu. Quand je parle de cas sociaux, c'est des gens. Alors, je spécifie, c'est des personnes qui ont un handicap mental qui ne s'ouvrent pas. Cas sociaux. Ah, disons que ça, moi, dans ma génération, disons qu'il n'y avait pas vraiment trop de handicap mentaux. Parce que chez nous, il y avait beaucoup d'handicaps, des cas sociaux, qu'on appelait des cas sociaux, qui étaient des handicaps qui n'étaient pas reconnus comme handicapés, parce que le taux de pourcentage d'invalidité n'était pas dans le seuil autorisé. Tu vois de quoi je parle, Naruto? Je vois, oui. Attends, c'est plus une question de problèmes sociétaux, alors c'est une question de handicap invisible, c'est deux choses différentes alors. Oui, ouais, on peut dire ça, oui. Oui, oui et non, parce que l'handicap social, le cas social, le cas social, on appelle ça le cas social, mais en fait, c'est parce que tu t'intègres pas dans la société de la personne handicapée, mais tu t'intègres pas non plus dans la société dite classique. Donc, tu es un cas social. Tu un cas. Mais on ne sait pas te mettre dans l'un ou dans l'autre. D'ailleurs, c'est justement ce qu'on appelle ce qu'on appelle quand on parle des termes, tu sais, tout à l'heure on parlait des termes qui se ressemblent beaucoup. Quand je parle de cas social, je parle de personnes qui ont un handicap qui, qui n'est pas considéré comme un handicap. Donc pour nous, ce n'est pas un handicapé. Et ce n'est pas non plus une personne qui entre dans la société classique. Donc c'est un handicapé qui est handicapé de par la situation et par sa maladie, mais qui n'est pas reconnu comme tel, même par les personnes handicapées, même par les structures. Donc les structures, certaines n'ont pas le choix que de les accueillir parce qu'ils n'ont pas le choix, mais on sait très bien que ces personnes-là, elles n'auront jamais le statut d'handicapé. Mhm. N'est-ce pas, Naruto? Oui, oui, tout à fait. Tu connais ces cas-là? J'ai un ami, oui, mais qui est en situation de handicap, mais disons que vu que lui, contrairement à nous autres personnes PME en fauteuil, vu que lui il marche sur ses deux jambes et que lui c'est un handicap tout autre, c'est quoi comme handicap qu'il a. Ah oui, il peut faire des, je crois que c'est des crises d'épilepsie ou des trucs comme. Et vu que lui peut parfaitement marcher sur ses deux jambes et que l'handicap ne se voit physiquement pas du tout, disons mais qu'il y a plein de choses, même si c'est une personne en situation de handicap, auquel il n'a pas le droit. Par exemple, lui, vu que l'handicap ne se voit pas, on ne lui a pas du tout accordé le droit d'avoir des, des auxiliaires. Voire même, on peut l'empêcher d'avoir une allocation. Ah non, mais même si l'handicap physique mais ne se voit pas, il y a quand même une trace, comment dire, il y a quand même une trace euh, 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 médicale quand même, mais qui montre bien Le handicap est reconnu, quelque part. qu'il est handicapé. Oui, donc l'handicap est reconnu. Là, je Oui. parle des gens dont on ne reconnaît pas l'handicap, même au niveau médical. Ah, alors là, non, ça, j'en ai pas dans mon entourage. Il y en a, par exemple, on donne un exemple, les daltoniens peuvent être considérés comme des personnes handicapées parce qu'ils ont un problème de vue, mais c'est un exemple, hein, mais c'est pas parce que vous êtes daltonien qu'on va vous accorder le statut de personne handicapée. Et pourtant, ça peut être un handicap dans la vie de tous les jours. Mm. Et ça, chez nous, il y en avait beaucoup. Et comme s'ils ils avaient plus ou moins le dessus,
bah, il fallait se protéger. Parce qu'à l'époque, ils savaient pas où les mettre, les pauvres. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ton copain dont tu me parles, qu'il a été reconnu médicalement handicapé, mais il n'a pas le droit à certaines aides, pourquoi? Mais justement, parce que vu qu'il marche et qu'il est débrouillard pour plein de choses, c'est c'est justement à cause de ça qu'on ne lui a pas du tout accordé le droit d'avoir euh, des auxiliaires. Ou que si on a accordé au départ, c'est- mais les heures d'auxiliaire qu'on lui avait accordées n'étaient pas suffisantes. En gros, ce handicap est invisible. Je crois que c'est l'écrasante majorité des handicaps d'ailleurs. Et ben ouais. Mhm. Mhm. Oui, oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les personnes handicapées représentent une minorité, en réalité. Oui, Si tu déjà. prends, si tu prends au moins les handicaps qui se voient et dont on a parfaitement conscience, est une minorité. Mm. Maintenant, les handicaps invisibles, qui ne se voient pas, c'est Oui, encore très compliqué. peu. Vous avez dit aussi, il y a déjà d'un côté des clans au sein des résidents, mais il y en avait même au sein du personnel. Ce sont des clans de quel genre? Est-ce qu'il y avait aussi des rivalités? Comment ça se fait? Alors, pour moi, je peux pas trop dire parce que dans ma structure, il y avait plus d'éclats entre jeunes de, qu'entre éduques. Ben, dans certaines structures, vous pouvez avoir la femme de ménage qui est femme de ménage, et la sœur de la femme de ménage, ou le mari de la femme de ménage, ou la cousine de la femme de ménage, qui est la cuisinière. Moi, j'ai connu une structure où il y avait la cousine d'une AMP qui était éduc spécialisée. Et elle travaillait dans la même structure, au même endroit. Et forcément, tu as des clans de personnes qui se forment parce que t'avais la cousine d'un tel qui travaillait à tel endroit, tu avais la sœur d'un tel ou la nièce d'un tel qui travaillait dans tel service. Et forcément, si le résident ou la résidente est en conflit avec l'une de ces personnes, ben, l'autre de l'autre côté va vouloir protéger sa famille, ce qui est légitime, ou sa femme, ou son machin, ou je sais pas quoi, et qui va automatiquement entrer en conflit avec la personne handicapée, ou qui va avoir plutôt un conflit d'intérêts, qui est logique. Mhm. C'est arrivé. Alors aujourd'hui, ils font quand même un peu plus gaffe à ça, mais à une certaine époque, ils s'en foutaient royal, quoi. Parce qu'en fait, en vrai, les personnes handicapées, euh, vu que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de budget pour s'en occuper. Moi, j'ai déjà eu le cas de figure que tu viens d'expliquer, mais pas dans ma structure, mais en colonie de vacances. Où tu as le mono qui se débrouille pour faire qui se débrouille de faire embaucher son petit copain ou la petite copine dans la même colo que lui ou elle. Et je euh, vous assure qu'effectivement, après c'est le gros bordel. C'est pas très sain. Et après, il nous parle de l'emploi, d'un emploi qui est sain pour les citoyens français, avec un emploi qui est équitable pour tout le monde, avec les mêmes droits, n'est-ce pas, Manga TD, avec... L'égalité des chances dans ta gueule. Et donc ces clans, ils étaient plus entre personnes de la même famille ou entre familles différentes où il n'y avait pas vraiment de règles par rapport à ça? Non, non, c'était des clans de la même famille dans le personnel, la même famille. Le sœur, la sœur, la cousine d'un tel, la nièce d'un tel. C'est plus des clans... Dans l'établissement où j'étais, c'était surtout des clans familiales. Alors après, ça ne posait pas vraiment de problème pour travailler dans le mien d'établissement, parce qu'ils étaient assez intelligents pour que ça ne pose pas de problème. Par contre, j'ai une amie qui était dans une structure où là, par contre, t'étais mal barré parce que la directrice, c'était la sœur d'une autre éducatrice, et bref, c'est le bordel. Déjà que les administrations dans les structures, généralement, c'est pas des lumières. Alors en plus, si tu as la cousine qui est éducatrice et l'autre directrice, oh là là, c'est un sacré bordel. Voilà, voilà. Ah, la famille.